Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève. Au Moyen Âge, la journée des individus est faite d'une superposition de temps différents, dont celui du travail. Cette cohabitation de rythmes n'est pas sans risque. Guillemette de Brode, épouse d'un tisserand de Toulouse au XVe siècle, est la victime de ce choc des temporalités. Prenant une pause hors des heures prévues, elle est violemment tuée par son époux, encore à l'ouvrage. Le sort de cette femme illustre la rigidité qui s'installe dans la distinction entre temps de travail et temps de pause, ainsi que les dangers qu'encourent celles et ceux qui y résistent. Un valet de l'atelier, présent au moment des faits, témoigne pour nous du drame de ce couple mortel. Je m'appelle Raoul Lescaut. Je suis tisserand à la bonne cité de Toulouse. Ce que je vais vous raconter, c'est comment Guillemette de Brode a été tuée dans l'atelier de son époux. Le crime de cette femme, elle a voulu prendre une pause au cours de son travail. Son mari n'était pas de cet avis et il l'a tuée. Cette histoire, vous ne serez pas les premiers à l'entendre. Je l'ai déjà exposée aux juges de la ville, bien décidés à faire toute la lumière sur cette affaire. Ils m'ont écouté, ils ont enregistré ma déclaration pour en faire part à notre bon roi, Charles, 6e du nom. C'est à lui, maintenant, de juger du sort du coupable. Ça s'est passé il y a 2 ans en ça, en l'an de l'incarnation 1416, au mois de juin. À cette époque, je suis aide sur l'un des métiers de Bernard de la Boisse, maître tisserand toulousain. Il signe contrat avec Michel Puybusque, marchand drapier, pour confectionner 3 pièces de 40 aunes en moins de 2 semaines. Un vrai record. Le travail doit être rendu à temps, mais d'une qualité irréprochable, pour éviter que le travail ne soit bâclé. Un drap mal fait, ça vaut nul pécule. Au XVe siècle, le travail salarié est complexe et revêt plusieurs formes. Dans la draperie, il fonctionne principalement à la tâche. L'artisan est payé pour la pièce qu'il a produite. Il est salarié par un marchand fabricant qui coordonne la production en la répartissant entre différents artisans, en sous-traitance. C'est le marchand qui fixe la quantité et la longueur des draps, leur qualité et le délai dans lequel l'artisan doit les lui livrer, ainsi que le salaire qu'il versera à ce dernier. Le temps consacré ne va donc jamais seul dans le travail médiéval, il n'est que l'un des nombreux composants de la production. Michel Puybusque, c'est l'un des plus grands marchands drapiers de Toulouse qui passe commande à ce moment. Maître Bernard sait que sa réputation est en jeu. Pour accomplir son œuvre, le maître peut s'appuyer sur des aides, dont moi. En sachant la récompense qu'il peut toucher de son travail, il décide d'augmenter nos salaires, qu'il calcule à la journée de travail. Il nous paye en avançant son propre argent, pensant se rembourser sur l'argent que lui remettra le marchand à la livraison du produit fini. L'artisan ne peut travailler seul pour réaliser le travail que lui confie le marchand. Il emploie ainsi des aides qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que leur maître. Ils sont payés à la journée. Ce qui caractérise le Moyen Âge, c'est la coexistence des contrats dans un même atelier. Le maître est payé pour la livraison d'un produit fini, alors que les aides sont payées pour leur activité manuelle quotidienne de transformation de la matière première. Pour verser un salaire à ses employés, le maître doit anticiper sur l'argent qu'il touchera à la vente. Il puise dans sa propre caisse, en espérant faire un profit conséquent à la livraison. Écoutons notre témoin décrire un peu plus le travail quotidien dans l'atelier. Sur un métier à tisser, il y a le maître et moi, et 2 autres valets sur un autre, tout à côté. Dans un coin de l'atelier, Guillemette de Brode, l'épouse de maître Bernard, est là qui s'active en mettant le fil en canette. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, surtout que c'est un travail qui n'a pas besoin de malforce ou de grande science dans le domaine des draps. Mais sans dame Guillemette, point de travail. Les canettes, on les insère dans les navettes dont on se sert pour guider le fil de trame dans la pièce à tisser. C'est pas facile,
Surtout qu'il faut enrouler le fil de sorte à ce que ce soit régulier quand on tisse. Si le fil est mal embobiné, il peut casser et endommager tout le travail. L'entourage familial sert de main-d'œuvre bon marché, puisque sans doute non rémunérée pour des tâches qui ne nécessitent pas une grande qualification. Les membres du foyer ne sont alors pas considérés comme des travailleurs et, dépourvus de contrat, ils échappent aussi bien à la rémunération qu'aux réglementations. Ils forment ainsi une autre catégorie d'ouvriers au sein de l'atelier, une catégorie qui reste dans une grande zone d'ombre. Ces individus n'apparaissent que très rarement dans les archives, masqués par l'omniprésence de l'artisan chef du foyer. Dame Guillemette travaille avec nous dans l'atelier. Mais ce jour de juin, elle se plaint et soupire sans fin. Elle pousse des râles de ce que l'exercice est rébarbatif, qu'elle est mal assise sur son tabouret, qu'elle serait mieux à surveiller les domestiques qui animent sa maisonnée. Nous, au métier, on dit que ce sont des gémissements de vieilles femmes, parce qu'elle aime bien faire la douillette, notre Dame Guillemette. Mais on dit ça sans se faire entendre du maître, parce qu'il nous en rabattrait les oreilles. D'habitude, la dame se plaint un peu, puis elle se remet à l'œuvre et elle dit plus rien. Mais ce jour-là, au lieu de soupirer sur son ouvrage, la pauvre femme s'exclame qu'elle s'endort d'ennui et de la chaleur de l'été. Alors elle se lève, sans prévenir, et va se coucher au soleil, sous le porche de la maison du maître. Ça se fait pas normalement. Il faut attendre l'heure de la pause. Ça vient pas souvent et ça dure pas bien longtemps. Pas plus de 3 heures pour manger, boire ou dormir, dans une journée qui va souvent du lever au coucher du soleil, ce qui varie selon la saison. C'est inscrit dans les statuts qui régissent le travail des drapiers. Ce sont des négociants, des marchands et des travailleurs d'il y a longtemps, plus d'un siècle, qui se sont mis d'accord sur ça. Depuis, on fonctionne comme ça. Les réglementations des heures de travail et des heures de pause se développent au cours du XIVe siècle afin d'obtenir une meilleure rémunération. Le temps de présence effective au travail reste cependant délicat à mesurer, à la fois par la multitude des cas existants, mais surtout par la superposition de rythmes avec des fonctions et des usages distincts dans la journée médiévale. La journée débute avec le lever et s'achève avec la tombée du jour, 2 moments naturels également scandés par des services religieux, mais aussi marqués par l'ouverture et la fermeture des portes des villes. La durée de travail est alors en adéquation avec le jour solaire, coïncide avec la journée de la cité et est encadrée par les cérémonies de la foi. En outre, elle se subdivise pour comprendre différentes pauses, dont le nombre semble communément calqué sur l'amplitude de la journée. Ces heures de pause forment un rythme des corps au sein de la journée de travail. Selon les réglementations, les arrêts s'orientent vers les besoins primaires des travailleurs, repas, boissons, sommeil. À l'instar du temps de travail en général, les pauses se confondent dans les repères des autres temporalités. Pour savoir quand c'est la pause, il faut tendre l'oreille et guetter les cloches. Les cloches des églises, elles sonnent pour le travail, comme elles sonnent pour l'ouverture et la fermeture des portes de la ville, pour les réunions publiques et pour les prières. Oh, bien sûr, elles sonnent pas toutes pareilles. Elles ont chacune leur son, et surtout, en fonction des heures, elles n'ont pas le même nombre d'appels. C'est ça qui nous permet de nous y retrouver. Et même quand ce ne sont pas les cloches de la pause qui sonnent, on s'amuse à faire le décompte des coups au clocher voisin, et par là des heures qu'il reste avant de s'arrêter. Les pauses sont ainsi principalement marquées, à partir du XIIIe siècle, par les sonneries des cloches des églises. Progressivement, et en parallèle du développement de l'heure horlogère au XIVe siècle, se développent cependant des cloches civiles dites « cloches de travail », qui autonomisent le temps de travail des autres temporalités quotidiennes. Dame Guillemette, de son côté, elle ne compte pas les coups de cloche. Ce n'est pas une aide, comme moi, c'est la femme du maître. Elle est tenue de travailler tant qu'il a besoin d'elle et des canettes qu'elle prépare. Et pour répondre à ses commandes, il reste souvent au métier tard la nuit avec un de ses valets de maison. Alors Dame Guillemette, qui est une bonne épouse, le suit et lui obéit. Donc pour elle, pas de salaire et pas de pause. En soi, qu'elle aille dormir, c'est pas bien grave.
Ce qu'il est, c'est que pendant ce temps, nous, on travaille et on utilise les bobines qu'elle prépare habituellement. On risque alors de plus avoir de fil pour tisser. C'est ce que voit Maître Bernard à ce moment. Plus sa femme dort comme une bienheureuse, moins on a de fil. S'il n'y a plus de fil, le travail s'arrête pour de bon. Donc les draps ne se tissent pas. Et ça, c'est des risques. D'abord, celui qu'on ne puisse pas rendre les étoffes à temps. Ensuite, celui que lorsqu'on reprenne l'ouvrage, il y a un changement dans la finesse du tissage, à cause de l'arrêt puis de la reprise du rythme du métier. C'est la qualité qui y perd, et Maître Bernard peut oublier l'argent du marchand. Le tissage au métier est également une affaire de rythme. Un système de pédalier actionné par 2 travailleurs fait s'alterner les différentes chaînes de fil pour pouvoir y passer la trame contenue dans les canettes. C'est cette juxtaposition de fils, au fil des heures, qui forme le drap. Il faut ainsi une pression régulière sur les pédales pour que le tissu soit serré et homogène, donc de qualité. La moindre interruption suppose un changement de rythme, ce qui se répercute dans le tissu et son prix. Le maître est très inquiet. Il sait qu'un retard ou une baisse de qualité du drap, ça peut lui coûter son argent. Surtout maintenant qu'il nous a avancé ce qu'il pense recevoir plus tard en retour. Alors, il va plusieurs fois essayer de réveiller Dame Guillemette, la pousser à se remettre à l'ouvrage. Même nous, les aides, on la supplie de revenir de bonne grâce au travail. Mais elle ne veut rien savoir. Dame Guillemette semble se révolter complètement contre le rythme de l'atelier. Elle maugraine, refuse de s'y remettre. Elle dit qu'elle n'a pas dû dormir bien longtemps, puisqu'il y a encore des canettes prêtes. Et celles que nous utilisons ne sont pas terminées. Elle se moque de ce qu'on n'a rien fait pendant son sommeil. Elle ne veut rien savoir, riant du maître et de son travail. À un moment, elle vient même dire que c'est un incapable, et que même s'il la menace, il n'oserait pas lui lancer sa navette à la tête. J'ai rarement vu le maître dans une telle colère. Il est vrai qu'il n'aime pas les tirs au flanc, et qu'il flanque souvent à la porte les travailleurs qu'il ne juge pas assez efficaces pour son atelier. Mais le retard accumulé depuis la commande, la perspective d'un pécule toujours amoindri, la pause inopportune de son épouse, les moqueries et les bravades de ces dernières le font voir rouge. Aussi, la provocation de Dame Guillemette est-elle l'ultime. Maître Bernard lui lance sa navette en pleine tête et la malheureuse s'effondre incontinent sur le sol. Elle agonise pendant plusieurs jours durant avant de rendre l'âme. Nous qui pensions que Maître Bernard se tuerait à la tâche dans son atelier, nous n'aurions jamais pensé que ce serait sa femme qui y passerait de vie à trépas. Elle a voulu quitter son ouvrage et dormir un moment. Maintenant, elle est sûre de ne plus travailler et de dormir pour de bon. Au final, ces draperies que le maître avait promises aux marchands, elles ne verront jamais le jour, mais elles entraînent la mort de la pauvre Dame Guillemette. Requiem aeternam donai Domine, et lux perpetua luceatei. Après la mort de son épouse, le maître préfère s'enfuir, pensant qu'on le poursuivrait pour ce crime. Par la suite, des proches de Bernard de la Boisse cherchent à obtenir une rémission pour leur ami. En 1418, Charles VI accorde sa grâce aux tisserands à travers une lettre qui nous permet aujourd'hui de connaître l'histoire de Guillemette de Brode. Ce que nous apprend la mort de Guillemette, c'est qu'un ordre du travail précis cherche à s'imposer au cours du Moyen-Âge. Le temps de travail, celui de Maître Bernard, l'emporte sur celui du travailleur, celui de Guillemette, pour l'encadrer et le régir totalement. Cette hiérarchisation des temps ne va cependant pas de soi, car elle entraîne une résistance, et Guillemette fait de sa pose un geste subversif pour échapper au contrôle du maître. Le travail et la pose entrent alors en tension et semblent voués à s'opposer dans un antagonisme temps contraint contre temps libre. Que nous apprennent les poses des siècles suivants et jusqu'à aujourd'hui sur l'évolution du rapport entre temps de travail et temps libre. Découvrez-le dans la suite de ce podcast. Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève.